Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette table ronde sur le financement de la transition écologique. En clair, qui va payer ? Alors, pour en parler, moi, je serai très brève. Je vais laisser la parole à nos 5 intervenants. Je vous les présente par ordre alphabétique. Alphabétique. Thierry Déot, vous êtes PDG de Meridiam. Nous avons en visio, merci pour cette connexion, Miguel Gilles Tertre. Vous êtes chef économiste de la Direction générale de l'énergie à la Commission européenne. Voilà, donc en direct de Bruxelles. Louise Kessler, directrice du département d'économie de I4CE. Alors, c'est l'Institut pour l'économie du climat. Et puis, Dorothée Rouzet, chef économiste du Trésor. Et enfin, Jean Pisani-Ferry, donc vous êtes missionné par la Première ministre sur l'économie du climat et vous êtes co-auteur de ce fameux rapport dont on a beaucoup entendu parler, qui porte votre nom et celui de votre co-autrice, Selma Mahfouz. Voilà, donc vous pourrez poser vos questions. Vous connaissez peut-être le système par l'intermédiaire d'un numéro de téléphone qui va s'afficher, qui vont arriver sur la tablette et je m'en ferai le relais auprès des intervenants. Et puis, on va vous proposer de participer à un sondage en direct. La slide, normalement, on va vous annoncer la question, mais je vous la donne. Dans le contexte d'un effort collectif, seriez-vous prêt à réduire votre consommation nette en vue de contribuer à la lutte contre le changement climatique ? Donc, on parle de consommation de manière générale. Voilà, je précise que ça passe par une application qui s'appelle Poll. C'est une application qu'on appelle de Civic Tech, pour encourager la démocratie participative et la consultation citoyenne, qui a été conçue par 2 étudiants de Sciences Po Lille. Je pense que vous pourrez en savoir plus sur cette application qui est très intéressante. Elle veut recréer du lien entre l'Assemblée nationale et les citoyens. Voilà, donc je vais laisser la parole à Jean Pisani-Ferry pour l'introduction. Et puis voilà, on va avoir un échange ici au niveau de la table ronde autour de 3 grands thèmes. Et ensuite, vous aurez donc la main pour les questions que je relayerai. Voilà, je laisse la parole à Jean Pisani-Ferry. Merci Marie. Mon introduction va être extrêmement brève. J'ai conçu cette table ronde. J'ai essayé de réunir des gens qui venaient d'horizons différents pour débattre d'un sujet qui est évidemment un sujet majeur, puisqu'on parle de montants d'investissement très importants. On a évalué dans le rapport avec Selma Mahfouz ces investissements entre 60 et 70 milliards par an à l'horizon 2030, donc c'est considérable. Et donc, je pense qu'il est important de discuter à la fois ces montants, de discuter la question de savoir si le partage entre financement privé et financement public que nous avons retenu est le bon, et de discuter la manière dont on pourrait modifier les choses et en particulier la question de savoir qui va porter la charge finalement, quelle est la part qui peut être mise à la charge des ménages, quelle est la part qui peut être mise à la charge des entreprises. Voilà, donc ce sont ces questions qu'on va traiter et je m'arrête là. Merci beaucoup. En remerciant les intervenants qui ont accepté de participer. Oui, merci beaucoup. Alors, on va démarrer sur le premier grand thème. Jean a évoqué les sommes nécessaires. La première question, c'est est-ce qu'on a un consensus sur ce coût total de la transition par rapport à un scénario où on choisirait de ne rien faire ? Est-ce que la France est un cas à part dans la situation que vous allez nous dresser ? Alors, je propose peut-être à Dorothée Rouzet de commencer. Oui, bonjour et merci pour l'invitation. Je pense que je peux être assez brève sur ce sujet. D'abord, je pense qu'il faut saluer l'énorme travail qui a été fait et coordonné par Jean et Selma sur ce sujet. Sur l'ordre de grandeur, globalement, je pense que oui, c'est un ordre de grandeur qui est cohérent avec les estimations qu'on fait de notre côté, avec les estimations existantes, mais qui a le mérite d'avoir été détaillé par secteur pour les secteurs qui sont les plus exposés, donc le bâtiment, le transport, l'électricité, l'industrie, l'agriculture. Alors évidemment, il y a beaucoup d'incertitudes, mais je dirais dans l'ordre de grandeur, je pense qu'on est globalement d'accord, qui est à la fois des investissements bruts supplémentaires qui doivent être faits de l'ordre de 100 milliards d'euros par an pour donc les investissements nécessaires à la transition écologique, alors avec 2 gros postes qui sont la rénovation thermique des bâtiments et l'électrification notamment des véhicules.
auquel on retranche les désinvestissements bruns. Donc, c'est-à-dire qu'il y a aussi des aspects où on va pouvoir moins investir. Par exemple, typiquement, si on investit pour installer des pompes à chaleur, on installe moins de chaudières thermiques ou de chaudières à gaz. Si on investit plus dans les véhicules électriques, on peut acheter moins de véhicules thermiques, etc. Donc, dans l'ensemble, on arrive à effectivement autour de 200 milliards d'euros supplémentaires en 2030. C'est en gros 4 points de PIB, hein, c'est assez massif. En brut et qui peuvent être plutôt 60-70 milliards d'euros, donc 2,5 points de PIB en net, avec évidemment un certain nombre d'incertitudes autour de tout ça, mais c'est consubstantiel à l'exercice, puisque les montants d'investissement qui vont vraiment être nécessaires pour atteindre nos objectifs climatiques, ils vont dépendre en partie aussi du mix de politique publique qui est envisagé, et c'est aussi tout l'exercice qui est fait par le gouvernement de planification écologique, donc selon que on a plus ou moins de sobriété qui diminue les besoins totaux d'investissement, selon qu'on arrive à faire baisser les coûts de l'innovation, qu'on arrive à avoir des dépenses d'investissement qui sont efficaces. Hein. Un même euro investi dans la rénovation, selon comment la rénovation est faite, ne va pas forcément avoir le même effet en termes d'économie d'énergie, etc. Il faut savoir aussi que par certains aspects, c'est un peu un minorant parce qu'il y a d'autres dépenses qui vont être nécessaires, qui n'étaient pas dans le champ de l'exercice forcément, sur l'adaptation, sur l'accompagnement des ménages, sur la recherche et développement, sur des financements climat internationaux, etc., et qui viennent en surcroît. Donc ensuite, est-ce que la France est un cas à part? Alors je dirais, il y a sur les montants... Pas vraiment, c'est-à-dire que des estimations qui existent, et je pense que Miguel parlera du cas européen, on tombe au niveau européen, au niveau monde, sur des besoins de l'ordre de 2 points, 2,5 points de PIB par an, alors parfois sur des périmètres un peu plus partiels, etc. Je dirais là où la France est un cas à part, et on peut s'en féliciter, c'est justement qu'elle est assez pionnière sur cet exercice. Il y a peu de pays qui ont fait ces travaux d'estimation secteur par secteur des besoins d'investissement, et là encore, je pense qu'il faut vraiment saluer le travail qui a été fait par Jean et Selma, parce que on est un des premiers pays qui font cet exercice de recensement assez exhaustif des besoins. On est aussi un des premiers pays qui communique complètement dans chaque exercice budgétaire sur ce qu'on appelle le budget vert, c'est-à-dire de regarder les dépenses de l'État, et puis on essaie de le faire aussi pour les collectivités locales qui sont favorables ou défavorables à l'environnement. Voilà, d'avoir un peu cet exercice de transparence et de prospective qui est vraiment nécessaire. Merci beaucoup, Dorothée Rouzé. On a eu ce point de vue macro-France. Je vous propose d'aller à Bruxelles avec Miguel Giltertre. Merci encore d'être là avec nous par visio. Même question, voilà, est-ce qu'on a un consensus sur ce coût et quelle est la place de la France ? Très bien, j'espère que vous m'écoutez bien, et merci beaucoup pour l'invitation. Donc, il y a des besoins d'investissement, en effet, qui sont grandissants. Nous, on est en train de faire maintenant un nouvel exercice dans la Commission européenne, qui est celui des perspectives 2040. On a déjà établi donc, des perspectives 2030 dans cette commission, avec le paquet aussi Fit for 55. Et en janvier, on va publier nos nouveaux chiffres. Donc, je note que ces chiffres encore pas publiés et sont très cohérents avec ceux que Jean et Selma ont définis dans leur travail. Donc, on est à des chiffres qui sont un peu moindres que les 60-70 milliards d'euros, mais je pense que c'est aussi à cause du scénario de référence qui est basé sur de nouvelles informations, comme on a dans le plan national énergie-climat, et la prise en compte de certaines politiques liées à la transition. Mais bref, les chiffres, ils sont très semblables à ceux de Jean. Si ces montants d'investissement sont déjà très significatifs, ils vont augmenter davantage quand on ajoute les objectifs de réindustrialisation en Europe. Donc, ce que nous, on a déjà défini dans le Net Zero Industrial Act, qui peuvent donc augmenter pour l'Union européenne de 10 milliards d'euros par an. Et ceci, en fait, nous mène dans une dichotomie entre le ralentissement du déploiement en raison des coûts additionnels, mais aussi du temps nécessaire pour mobiliser les investissements et construire les moyens de production au niveau européen. Ces chiffres augmenteraient davantage si l'augmentation actuelle des prix des matières premières ou du coût de capital devait se poursuivre durablement. Je dois dire que dans les modèles que nous on utilise, on doit faire des estimations sur les prix des matières premières et des variables macroéconomiques, mais on est dans un environnement
où, d'une certaine manière, donc les conditions sont bien pires que celles qu'on avait 2 ans auparavant. Par exemple, le prix du lithium et des terres rares, utilisés entre autres dans les batteries ou dans les nacelles des éoliennes, a été multiplié par 2,5 depuis 2020. Merci. Merci beaucoup. Dorothée Rouzet a insisté sur le fait que la France était pionnière. Vous qui voyez les choses depuis Bruxelles, quel regard vous portez ? Est-ce qu'effectivement la France a un temps d'avance ? Je pense que donc il y a des situations qui sont très différentes dans les États membres. Je veux dire, on parle d'investissements qui sont de nature très différente. Donc il y a une décarbonisation dans le secteur de la production de l'électricité. Celui-là, c'est vrai, qui est d'une manière le plus facile à décarboner parce qu'il y a un marché déjà en place avec les renouvelables, il y a des solutions nucléaires, etc. Puis il y a d'autres investissements qui doivent être faits dans l'agriculture, dans le transport, etc., qui sont plus compliqués. Mais c'est vrai que d'une certaine manière, dans la production d'électricité, par exemple, ou dans les bâtiments, la France a un certain temps d'avance. Je suis d'accord avec ça. Peut-être une dernière question avant de passer la parole à Louise Kessler. Vous avez parlé de la hausse des taux, de la hausse du coût des matériaux. Comment est-ce que vous intégrez ça, vous, dans vos calculs et dans vos prévisions ? On est juste en train de travailler sur ces questions-là. Nous, on développe des scénarios qui sont différents, avec une certaine marge pour pouvoir assumer certains de ces hypothèses. Donc nous, par exemple, on a dû mettre à jour toutes les hypothèses des prix, par exemple après la crise que l'on a vécue en 2022. Donc par exemple le prix du gaz naturel que l'on inclut dans le modèle, il est différent que ce qu'on avait en place auparavant. Et ceci a des effets, et c'est pour ça que les modèles sont d'une certaine manière assez complexes. Ça a un effet incitateur, par exemple, au déploiement des énergies renouvelables, donc des prix de fossiles qui seraient plus hauts mène à donc un déploiement qui est accéléré, par exemple, sur les renouvelables, mais en même temps, ça a un effet de ralentissement dans l'économie. Donc, comme je dis, on fait des analyses de sensibilité par rapport au coût des différentes matières, renouvelables, etc. Et on essaie aussi d'anticiper un peu, et on est en contact avec nos collègues à la DG ECFIN, donc des affaires économiques et financières, mais aussi bien avec nos collègues de la Banque Centrale Européenne, pour essayer d'être le plus cohérent possible. Merci beaucoup. Alors, je vous présente à nouveau Louise Kessler, qui est à l'Institut pour l'économie du climat, qui est en l'occurrence un des instituts pionniers sur les estimations d'investissement. Est-ce que vous pouvez nous donner votre regard sur cette question avec le temps long ? Oui, bien sûr. Donc, pour répondre à votre question sur le consensus sur le coût total de la transition, ça dépend un peu de ce qu'on appelle le coût total de la transition. Parlez bien dans le micro, s'il vous plaît. Pardon. Ça dépend un peu de ce qu'on appelle le coût total de la transition. Donc, il y a une estimation des investissements nécessaires pour atteindre les objectifs climat qui a été présenté dans le rapport de Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz, très clair, très détaillé, qui couvre beaucoup de secteurs. Et nous, c'est un travail qu'on fait depuis quelques années. Également, tous les ans, on évalue tous les investissements publics et privés réalisés en France et on estime un peu le gap d'investissement pour coller aux objectifs définis dans la stratégie nationale bas carbone. Donc on utilise un périmètre légèrement différent. On ne couvre pas encore l'industrie de l'agriculture, mais on couvre en revanche le transport fluvial, le gaz renouvelable. Et on s'appuie, on mesure le gap d'investissement par rapport aux investissements réalisés en 2022. Donc c'est un peu différent du chiffre qui a été fourni dans le rapport, qui regarde les investissements additionnels par rapport à un scénario contrefactuel. Donc le 60 à 70 milliards d'ici 2030, c'est par rapport à un scénario contrefactuel. Donc par rapport à 2022, en réalité, ça ferait un peu plus plutôt de 80 à 100, 110 milliards d'euros. Et alors, ça a déjà été dit, mais je rappellerai que cette estimation n'inclut pas l'adaptation. Et aujourd'hui, en France, on ne sait pas encore quel sera le coût des investissements à réaliser pour l'adaptation. Donc c'est un énorme, c'est le grand absent de ces estimations. Alors, l'adaptation, ce sont les dépenses qui seront nécessaires pour gérer les effets du dérèglement climatique qu'on n'aura pas su éviter. Pour gérer les effets inévitables du changement climatique. Alors, si on prend une acceptation un peu plus large du coût de la transition, donc là, en fait, il faut prendre en compte également toutes les implications macroéconomiques de la transition. Et là, c'est très bien dit dans le rapport. Je crois qu'il y a un chapitre qui s'appelle d'ailleurs « Un impact macroéconomique encore incertain ».
Et c'est vrai, donc ça a été mentionné par les autres interlocuteurs, mais ça va dépendre notamment de si la transition est ordonnée, si elle est planifiée. Et c'est pas pour rien que la France a mis en place un secrétaire général à la planification écologique. C'est justement pour faire en sorte que la transition soit planifiée et ordonnée en France. Parce que si elle est désordonnée, ça risque de coûter encore plus cher. On risque de se retrouver avec plus d'actifs fossiles, d'actifs échoués. Ça va dépendre également du policy mix. Les actifs échoués, pardon. Les actifs échoués, c'est les actifs qui vont devenir obsolètes. Donc, par exemple, si aujourd'hui, les gens entreprennent des rénovations de leur maison, mais pas suffisamment pour atteindre une qualité énergétique A ou B, il se peut qu'ils doivent refaire une opération, un investissement de rénovation de leur maison d'ici 2050. Donc, au lieu de faire tout d'un coup, pour atteindre un niveau de performance énergétique suffisant, il faudra faire ça en 2-3 opérations, ce qui viendra avec un coût additionnel. Et pareil pour les véhicules également. Et ça va également dépendre du policy mix qui sera mis en place et du contexte européen international. Donc, c'était mentionné par Miguel. Par exemple, les tensions sur les marchés de matériaux critiques qui sont nécessaires pour construire des batteries et des éoliennes peuvent avoir des répercussions sur les prix. Voilà. Et sur la question de est-ce que la France est un cas à part, donc effectivement, l'estimation, les investissements climat, c'est à peu près 2 à 2,5% du PIB. Ça correspond aussi à l'estimation qui a été faite par la BEI pour le besoin d'investissement au niveau UE, c'était 400 milliards d'euros pour l'UE, donc ça représente à peu près 2,5% du PIB. Donc il y a effectivement pas mal de disparités au sein de l'Union européenne, mais en moyenne, on reste sur le même ordre de grandeur. En revanche, la situation est assez différente dans les pays en développement. Là, il y a des estimations qui existent à un niveau très macro, donc c'est pour l'ensemble des pays en développement, des pays émergents et développement hors Chine. Et donc là, le gap d'investissement climat qui là comprend l'adaptation, c'est de l'ordre de 2000 milliards d'euros d'ici 2030 additionnels. Donc là, ça représente plutôt à peu près 5% du PIB. Merci beaucoup. Alors, on va entendre la voix du secteur privé par l'intermédiaire de Thierry Déaut. Secteur privé et le temps long, là aussi, puisque vous faites partie des acteurs pionniers dans ce domaine. Voilà, la parole est à vous. Alors, je n'aurai pas la prétention de commenter les chiffres, parce que je ne suis pas macroéconomiste. Parlez bien dans le micro, s'il vous plaît. Mais en général, j'évite de les commenter parce qu'ils ont un côté paralysant. Parce que quand on annonce des chiffres avec des unités qui ne sont pas accessibles pratiquement par l'homme, c'est compliqué de vraiment mettre derrière des plans d'action. Donc, en général, j'ai tendance à dire que, quel que soit le montant, et peut-être que c'est 60, peut-être que 100, plus on attend, plus il va augmenter. Ça, c'est clair, parce qu'on a un budget carbone limité pour arriver à la neutralité et que chaque année perdue, c'est un coût supplémentaire pour arriver au même résultat. Et ça, c'est important de le rappeler parce que la vitesse d'exécution est importante dans ces estimations. Donc, elle change tous les ans, des fois simplement parce qu'on prend trop de temps. Donc, il est important de mesurer en fait le déploiement, ce que fait ma voisine, donc ces investissements. Et puis, il est important d'en mesurer l'impact en matière de trajectoire de décarbonation. Et ça, c'est plutôt les éléments sur lesquels je me fixe, d'abord pour éviter de déprimer, et ensuite pour rester positif, et dans une dynamique, en tout cas, de décarbonation. La France a quelques spécificités à la fois positives et négatives. Bon, d'abord, un mix énergétique déjà relativement décarboné, même s'il faut consolider la filière nucléaire, même s'il faut consolider les filières ENR, et ça va demander beaucoup d'investissements, mais l'inconvénient, c'est qu'on arrive dans le dur, des choses dont la granulométrie est beaucoup plus complexe. Rénover des millions de foyers, c'est très compliqué, c'est à la petite cuillère. Et financer tout ça, c'est aussi très compliqué. Donc, on arrive dans le dur des secteurs, finalement, qui sont les plus compliqués à décarboner. Et puis, en parallèle, la France est dans une dynamique de réindustrialisation. Donc, ça veut dire qu'il faut contrebalancer à la fois ces investissements de réindustrialisation, que cette réindustrialisation soit à la fois verte. Et donc, on est à la fois pour l'existant dans un phénomène d'investissement nouveau et de remplacement de capital en France, ce qui rend un peu complexe l'équation à la fois du montant, mais du comment. Mais ça, on en parlera un peu plus tard. Merci beaucoup. Alors, Jean Pisani-Ferry, l'auteur du rapport, peut-être un commentaire.
bon, sur les chiffres, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de discussion. Je voudrais préciser 2 points. Un point, c'est pourquoi est-ce qu'il y a tellement d'investissements? Il y a beaucoup d'investissements parce qu'en fait, la méthode de base pour décarboner, c'est de remplacer des combustibles fossiles par du capital. Et ça, c'est un mécanisme très général. Par exemple, si vous pensez, qu'est-ce que c'est qu'une ferme solaire? Effectivement, il n'y a pas de coût variable, il n'y a que du coût fixe. Qu'est-ce que c'est qu'une éolienne? Qu'est-ce que c'est qu'une centrale nucléaire, etc. Tout ça, c'est en fait la même chose, c'est le même mécanisme économique. Donc ça impose beaucoup d'investissements. Et donc c'est ça la question qui se pose, c'est-à-dire effectivement quel est l'effet de cet investissement et comment est-ce qu'on le finance. La deuxième chose que je voulais dire, c'était, Thierry a prononcé le mot de budget carbone. Il faut bien avoir en tête qu'en matière d'effet de serre, ce n'est pas les flux qui comptent, c'est le stock. C'est-à-dire, en gros, 1 tonne de carbone dans l'atmosphère, elle y reste pour l'éternité. C'est une approximation, évidemment, ce n'est pas exactement ça, mais c'est comme ça qu'on peut raisonner. Et donc, il faut raisonner en budget carbone, et c'est un mode de raisonnement qui n'est pas du tout habituel. On raisonne en flux d'habitude. Là, il faut raisonner en stock. Merci beaucoup. Alors, je propose qu'on avance dans le débat. On a bien vu que de toute façon, les sommes étaient énormes et que plus on attendait, plus ça coûterait cher. Comment on partage, on arrive dans le vif du sujet, qui va payer? Comment on partage les efforts entre les acteurs privés et les administrations publiques? Est-ce que l'ingénierie financière peut se substituer au financement budgétaire? Thierry Déaut, je vous redonne la parole. Vous êtes donc représentant ici, là, vous portez un peu la voix du secteur privé. Comment vous voyez les choses? Alors, j'aimerais d'abord clarifier une chose, c'est que le financement ne veut pas dire ceux qui payent in fine. Il y a une grande différence entre qui va payer in fine et le fait de financer. Donc, je peux absolument exagérer en expliquant que l'ingénierie financière ne remplacera jamais le qui va payer. Excusez-moi, parlez bien dans le micro, s'il vous plaît, les uns et les autres, parce qu'apparemment, on ne vous entend pas très bien. D'accord. L'ingénierie financière, donc, ne va pas remplacer le qui va payer in fine. Et pour faire une réponse assez simpliste, tout le monde va payer. Et tout le monde va payer, évidemment. Et comment cet investissement, parce qu'il faut le voir évidemment comme un investissement dans l'avenir, puisque ce qu'on essaie de faire, c'est éviter d'émettre des tonnes de CO2 et de finalement préserver la biodiversité, notre mode de vie possible sur la Terre. Donc vous investissez pour vos enfants. Et donc il est très clair qu'en tant que contribuable, on va payer, en tant qu'individu et foyer, on va payer, en tant qu'entreprise, on va payer, et on va en fait investir. Et donc le retour sur investissement, ça va être celui d'avoir probablement une planète encore vivable en 2050. Donc ça, c'est le premier retour sur investissement. Et puis, les retours sur investissement plus monétisables sont ceux qui vont permettre d'organiser un financement qu'il faudra de toute façon de très long terme. Donc les économies d'énergie, par exemple, sur la dépense de la facture d'énergie, évidemment, ça permet d'amortir finalement le financement de cet investissement. Et les foyers, et la vraie difficulté, justement, c'est que ces économies viennent dans la durée, dans le long terme, pour un investissement initial qui peut être assez conséquent. Donc le qui va payer, je crois qu'il ne faut pas être dans l'illusion que les États vont payer parce que les États, c'est nous, et c'est le contribuable, et que donc ça met tout le monde un peu au même niveau d'engagement, enfin d'obligation d'engagement par rapport à ce financement. Alors, les solutions de financement et d'investissement, évidemment, comme on est sur une thématique d'investissement, ce sont aussi des opportunités. Et dans la mesure où on pourra finalement monétiser les externalités de ces investissements, je prenais l'exemple comme externalité des économies d'énergie qui font qu'on puisse trouver finalement du cash derrière. La monétisation de ces externalités constitue une opportunité
pour des investisseurs, mais aussi une opportunité pour les investisseurs que nous sommes tous avec notre épargne. Ce que vous dites, pardon, c'est qu'en gros, si on doit rénover les bâtiments, ça crée un marché, ça crée une demande pour le secteur du BTP, par exemple. Tout à fait. Et cette demande peut créer un cercle assez vertueux, parce que les institutions financières, pour la plupart, gèrent l'épargne des Français. Et si cette épargne est finalement investie, et souvent cette épargne c'est l'épargne de la retraite, hein, c'est l'épargne de long terme, si l'épargne de la retraite est investie pour lutter contre le changement climatique, pour rénover, on est dans un cercle assez vertueux finalement où la retraite protège les générations futures. Et moi, je trouve que pour parler de financement et de qui va payer, il faut vraiment se mettre dans cette logique intergénérationnelle qui est assez saine et éviter de se passer le ballon de qui va payer. À la fin, le contribuable, les entreprises et les individus vont payer. Merci beaucoup. Jean Pisani-Ferry. Si je peux rebondir sur une question, pour préciser, les ménages, donc si on fait un investissement, cet investissement, il produit en fait des économies sur les dépenses futures de combustibles fossiles. Donc dans les deux cas, on peut dire l'endettement, c'est une bonne formule. Mais ce n'est pas tout à fait le même, puisque vous allez investir en fait plus pour les collectivités territoriales ou pour des entreprises, des ménages, comme vous dites, la situation est extrêmement diverse. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur ce point? Alors, évidemment, là, on peut peut-être ouvrir la thématique de ce que j'appelle la finance mixte. C'est-à-dire un investissement relativement important pour un ménage qui ne va pas forcément retrouver immédiatement dans les économies d'énergie la totalité du retour de cet investissement, peut et doit être aidé finalement par la finance publique. Et c'est pour ça que les crédits d'impôt, les primes Rénov' aident à finalement adoucir, aident à baisser le risque finalement de recouvrement de l'investissement pour les ménages. Mais c'est vrai aussi pour les industries qui ont besoin de changer leur mode de production pour se décarboner, ont aussi besoin, et ça fait l'objet de nombreux plans aux États-Unis, en France, de crédits d'impôt et de subventions pour arriver finalement à lisser cet investissement par rapport aux bénéfices de cet investissement et au retour de cet investissement. Donc c'est beaucoup plus compliqué pour les ménages parce qu'on est sur on va dire à la fois des sommes finies, petites et qui sont très dépendantes finalement de la santé et du crédit du ménage, de sa capacité d'épargne, de sa capacité d'investissement. Et donc dans ce cadre-là, ça nous amène finalement à un volet qu'il ne faut pas oublier dans la transition écologique. On parle beaucoup du carbone, on parle beaucoup maintenant de la biodiversité, mais le côté social et le côté, je dirais, adoucissement de la douleur de l'investissement pour les ménages est très important. On a parlé de cette répartition des efforts et in fine qui paiera. Dorothée Rouzet, vous êtes au Trésor, donc voilà, vous avez quand même une vue sur les deniers publics. Qui va payer ? Oui, alors oui, effectivement, ça ne surprendra pas que j'ai une vue sur le partage public-privé, notamment de ces investissements nécessaires. Alors peut-être d'abord, quand on parle d'ailleurs du partage des investissements et des montants dont on a parlé, c'est pas l'ensemble de l'effet sur les budgets publics, hein, parce que par ailleurs, il faut prendre en compte des choses qui sont assez incertaines aussi. Bon, d'une part, il peut y avoir aussi des retours sur investissement pour l'État, notamment de la rénovation de ses propres bâtiments, d'économies sur les factures d'énergie, etc., ou d'autres économies de fonctionnement. On a aussi un impact de la transition sur les recettes de l'État, puisqu'on a aussi un certain nombre d'assiettes fiscales qui sont assises sur les carburants, etc., les énergies fossiles. Et donc, il faut aussi réfléchir de manière un peu plus globale quand on se dit quel va être l'impact sur les budgets publics.
Ceci étant, sur le partage public-privé, je pense qu'on peut revenir un peu au principe. En fait, qu'est-ce qui détermine si, pour être schématique, l'État doit payer ou le secteur privé doit payer? Et en gros, il y a 3 gros motifs d'intervention de l'État. D'abord, sans doute le plus important dans ce cas, c'est d'avoir un effet déclencheur, c'est-à-dire de susciter des investissements qui sinon n'auront pas lieu. Soit parce que, je dirais, la valeur sociale de l'investissement, quand on prend en compte ses effets, bon, à la fois climatiques, sociaux sur la de l'économie, en termes de, quand on parle d'innovation, par exemple, de déclenchement d'autres innovations dans le futur, etc., est plus importante que la valeur privée, et donc les investissements n'auront pas lieu, même s'ils sont souhaitables. Soit parce qu'on parle d'investissements, et c'est souvent le cas hein, quand on parle d'investissements climatiques qui ont un rendement à un horizon assez long, assez incertain, potentiellement inférieur au rendement typiquement demandé par les acteurs privés, ou soit parce qu'il y a des contraintes de trésorerie, que ce soit du côté des ménages ou des entreprises, qui font que même des investissements qui sont souhaitables ne vont pas se faire. Et donc là, on a besoin d'une impulsion publique. Alors ça peut être sous forme de subventions, ça peut être sous forme d'autres moyens de garantie, etc. De crédit. Ça peut aussi passer d'ailleurs, mais j'y reviendrai, par des instruments plus de l'ordre de la réglementation ou de la tarification carbone qui rendent rentables des investissements qui ne seraient pas autrement, mais en tout cas pour avoir cet effet déclencheur dont on a besoin. Après, il y a pour certains investissements un rôle assez traditionnel de l'État. On pense aux infrastructures où il y a des effets de réseau importants. Typiquement, c'est un domaine d'intervention publique et bon, là aussi, il y a des investissements dans les infrastructures qui sont conséquents. Et puis enfin, il y a les interventions d'État qui ne sont pas du domaine des investissements, comme je disais, ce n'est pas forcément dans les chiffrages qu'on a donnés, mais qui vont être très importants, qui sont celui d'accompagner notamment les ménages qui n'ont tout simplement pas les moyens de rénover leur logement, de changer de véhicule, etc. Et donc qui vont avoir besoin d'accompagnement pour pouvoir réaliser la transition. Une fois qu'on s'est dit ça, alors nous, ça vous surprendra peut-être pas, je dirais par rapport aux chiffres du rapport qui font un partage à peu près 50-50 entre investissement public et investissement privé. On est peut-être un peu plus conservateur sur la part du public qu'on peut faire. Sur des postes typiquement comme par exemple la rénovation énergétique des logements, le rapport a un partage, je dirais, 2 tiers publics, 1 tiers privé pour les ménages, qu'on observe aujourd'hui avec pourtant beaucoup d'aides qui sont naturellement ciblées sur les plus modestes. On est plutôt à un partage 50-50 que 2 tiers, 1 tiers. Et là, justement, on est dans un domaine où autant on voit bien que pour les plus modestes on a besoin, parce que sinon c'est juste pas abordable de rénover son logement, autant pour des ménages plus élevés qui n'ont pas de problème, pour des ménages plus aisés qui n'ont pas de problème de trésorerie et qui vont pouvoir récupérer sur le long terme en gain sur la facture d'énergie ce qu'ils doivent payer en investissement, c'est pas forcément le plus légitime que ce soit l'État qui paye. On peut imaginer d'autres solutions de financement adossées sur les économies d'énergie. Donc ensuite, peut-être, puisqu'il y avait la question du recours à l'ingénierie financière comme alternative. Alors quand on dit ingénierie financière, on a un peu l'impression que c'est gadget, mais au fond ce que ça veut dire, c'est on a une masse d'épargne privée, on a aussi beaucoup d'investissements privés qui de toute façon se font. Est-ce qu'on a moyen de les inciter à se réorienter un peu plus vite ou un peu plus vers les investissements qu'on a besoin de faire, sachant que ce n'est pas complètement trivial. Alors, évidemment, on a beaucoup d'épargne, mais on a une épargne avec des épargnants qui ont une préférence pour une épargne souvent assez liquide, assez sûre. Et là, on parle d'investissements avec un rendement incertain, parfois plus faible que ce à quoi on s'attend. Donc, en fait, là aussi, est-ce qu'on doit se dire que, au moins de manière transitoire, en fait, on va devoir accepter des rendements plus faibles. Mais dans ce cas-là, si ce n'est pas le cas dans d'autres pays, parce qu'ils ont des mix différents, ça peut poser d'autres problèmes. Est-ce qu'on demande à l'État de couvrir la différence avec des mécanismes type garantie, etc. Enfin, ça fait... mais en tout cas, je pense que la question de cette mobilisation de l'épargne privée, elle est importante et ça donne lieu à à la fois à des instruments nouveaux. Donc dans la loi sur l'industrie verte, par exemple, on a introduit un nouveau plan d'épargne Avenir Climat qui est à destination des jeunes qui, par définition, a un horizon plus long, puisque si vous aurez un livret d'épargne pour votre enfant de 4 ans, a priori, il n'en a pas besoin demain, et qui sont aussi les plus directement intéressés à la transition écologique pour investir dans ce type d'investissement. On a aussi des labels qui permettent simplement d'informer des investisseurs dont les préférences vont déjà vers des investissements plus écologiquement responsables, donc des labels ICER, des labels Greenfin, qui permettent en fait d'accompagner aussi un peu cette mutation des préférences pour permettre à l'épargne d'aller vers ces investissements dont on a besoin. Peut-être dernier point en fait sur ce partage public-privé, simplement pour dire
Bon, de toute façon, dans un cadre de finances publiques un peu contrainte, on ne peut pas tout faire reposer sur le financement public, comme je le disais, en termes de raisonnement économique, de toute façon, c'est pas forcément légitime. Et on ne peut pas non plus tout faire reposer de la partie publique sur la subvention, parce qu'en fait, si on fait une transition qui est uniquement, je dirais, incitée par les subventions, on arrive à des résultats. En fait, c'est plus coûteux à la fin. Donc, il faut aussi un mix de tarification carbone qui existe, c'est pas qui existe au niveau européen et qui va de toute façon, qui a de toute façon vocation à être renforcé, avec l'accompagnement qui va avec pour éviter que ça ait des effets anti-redistributifs sur les ménages, et qui permet aussi de rendre rentables des investissements privés de décarbonation qui ne le seraient peut-être pas avec un prix du carbone trop faible, d'inciter à plus de sobriété et donc de limiter le besoin à la subvention pour ne pas subventionner aussi une consommation d'énergie trop importante si on ne passait que par la subvention. Voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant. On a bien entendu le message sur les deniers publics. Louise Kessler, sur cette question de qui va et qui doit payer. Alors parlez bien dans le micro, parce qu'apparemment il y a des problèmes de sonorisation. Ok. Qu'on vous entende bien. Super, merci. Donc, dans le rapport de Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz, la part publique des investissements climat représente à peu près la moitié des investissements, donc de 25 à 34 milliards d'euros par an. À noter que là, quand on parle de part publique, ça couvre à la fois l'État et les collectivités. Et alors, cette part publique, elle correspond grosso modo à la répartition historique, c'est-à-dire que nous, donc, on fait le recensement des investissements climat qui sont réalisés tous les ans, et à peu près, en effet, la moitié est financée par le public, la moitié par le privé. Mais alors, c'est pas une règle d'or. Et ça dépend des secteurs. Et on peut tout à fait envisager de jouer sur le mix de politiques publiques, donc avec les instruments que sont les subventions, la fiscalité, la réglementation et d'autres politiques du type labellisation, pour faire varier un peu cette part publique du financement de la transition. Alors le problème, c'est qu'on oppose un peu souvent de façon trop simpliste ces instruments. On dit la subvention, c'est du financement public, et la fiscalité et la réglementation, c'est du financement privé. Donc c'est trop simpliste parce que, alors d'une part, a priori, dans chaque secteur, il faudra une combinaison d'instruments. Donc par exemple, on le voit dans le secteur des véhicules bas carbone. Donc il y a une réglementation au niveau européen qui fait porter aux constructeurs l'obligation que les émissions moyennes de leurs véhicules vendus soient en dessous d'un certain seuil. Donc ça met une obligation sur le constructeur. A priori, ça se répercute, lui, sur son coût de production, sur sa marge, mais il y a également une répercussion sur les acheteurs de véhicules. Mais en France, il y a également un dispositif, donc le bonus à l'achat de véhicules émetteurs, qui vise à soutenir justement et aider les ménages pour qui ces véhicules restent encore trop chers. Et il y a un deuxième point, c'est qu'en réalité, c'est pas aussi noir et blanc. En fait, la fiscalité, enfin, si on regarde d'où doivent venir les dépenses publiques, donc si on parle les subventions égale dépenses publiques, mais in fine, ces dépenses publiques additionnelles, elles seront financées soit par de l'endettement, soit par de la fiscalité. Donc l'endettement, c'est-à-dire qu'on fait porter, le remboursement de ces dépenses publiques additionnelles par les générations futures. Donc là, il y a des questions, ça ouvre des questions d'équité intergénérationnelle, et des questions aussi de est-ce que les générations futures seront plus ou moins riches que nous. Et sinon on peut faire porter les dépenses publiques par une augmentation de la fiscalité. Donc là, c'est la question de quels contribuables seront mis à contribution. D'ailleurs, il y a une proposition dans le rapport de Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz de faire porter une partie de cet effort additionnel sur les contribuables les plus aisés. Et donc là, ça ouvre d'autres questions, des questions du type pression fiscale, redistribution, réduction des inégalités. Mais dans tous les cas, on ne pourra pas s'en sortir avec des affirmations du type « le public doit payer » ou le privé s'en occupera. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je reviens là-dessus, qu'il y a un besoin de planification pour... en fait, le financement de la transition va être complexe et il portera, a priori, sur tous les acteurs économiques. Sur la question de l'ingénierie financière, donc, alors l'ingénierie financière, parfois, on a l'impression qu'elle peut fournir des solutions un peu miracles, mais comme pour beaucoup de choses, le diable est dans les détails. Donc, en fait, avec l'ingénierie financière, on retombe quand même souvent sur, in fine, soit de la subvention, soit de l'endettement. Donc, par exemple, si on regarde le tiers-financement, en fait, il y a une loi qui est passée récemment qui ouvre le dispositif du tiers-financement aux administrations publiques, aux établissements publics et à l'État. Vous pouvez expliquer là? Bien sûr. Donc le tiers-financement, c'est l'idée de faire financer des travaux de rénovation énergétique par un tiers-financeur, mais en fait, grosso modo, ça revient à contracter un emprunt. Et les remboursements, a priori, sont échelonnés sur les économies d'énergie obtenues grâce à l'investissement dans la rénovation énergétique. Voilà, donc du point de vue des collectivités, en fait, soit ça reste sur le bilan, et dans ce cas, ça revient de l'endettement, et là, la contrainte, elle n'est pas tellement financière, elle est plutôt sur les règles d'or budgétaires des collectivités et le fait qu'ils ne peuvent financer de l'endettement que par les recettes de fonctionnement, par la capacité d'autofinancement, soit c'est hors bilan, et donc là, ça pose des problèmes de gouvernance.
Il y a un autre exemple qui a été mentionné, c'est par exemple les dispositifs de garantie publique. Donc là aussi, il y a des propositions en ce moment dans le débat sur mettre en place des dispositifs de garantie publique, notamment pour soutenir les PME, les ETI qui mettent en place et développent des technologies innovantes. Donc certes, tout à fait, mais ces dispositifs de garantie sont souvent in fine très coûteux pour l'État, parce que c'est l'État qui prend en charge les risques et les coûts. Pareil, il y a également des propositions qui sont faites sur le suramortissement, ou l'amortissement anticipé des investissements liés à la transition. Donc là encore, ça introduirait une diminution des recettes fiscales pour l'État, donc il y a un effet sur les dépenses publiques, et ça vient également avec de potentiels effets d'aubaine où ça pourrait couvrir des investissements qui auraient été réalisés de toute façon, et ça pourrait avoir un faible effet incitatif. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si la connexion est toujours en fonctionnement avec Miguel Giltertre. Voilà, est-ce que le débat, évidemment, se porte aussi au plan européen, qui doit payer? Et puis, j'en profite pour vous transmettre une question qui est intéressante, de refaire le lien avec le pacte vert, parce que voilà, il y a une question dans la salle sur et le pacte vert dans tout ça. Donc voilà, quel est le débat en Europe, et est-ce que vous pouvez repréciser ce qu'est le pacte vert? Oui, bien sûr. Non, donc sur la question qui va payer, je pense que Thierry il a fait un point qui est extrêmement important parce que il faut comprendre que la transition énergétique et la décarbonisation, donc comme Jean le disait, il y a de très hauts coûts d'investissement au début, mais après ce qu'on appelle le OPEX, donc les coûts récurrents seront plus bas. Donc c'est un peu tout là qui est l'idée un peu des énergies renouvelables. Donc en simplifiant, on a des panneaux solaires. L'investissement il est assez haut pour installer les panneaux solaires et les connecter au réseau. Mais après l'électricité qui est produite, elle est beaucoup moins chère. Donc tout repose sur une question du temps que l'on prend en compte pour les investissements. Si l'on a un horizon de plusieurs décennies, la transition énergétique, c'est pas un coût, mais ça peut nous donner un choc de compétitivité très important. La question, c'est comment on gère ces investissements qui doivent être faits dans le court terme pour pouvoir bénéficier ensuite. Et donc nous, ce qu'on note, c'est que les budgets des États membres sont sous pression. Le budget européen, il est aussi sous pression. Les chiffres que l'on a mentionnés avant montrent que c'est des investissements assez importants. Donc c'est très important que l'on soit capable d'attirer des investissements privés, surtout des investisseurs long terme, pour pouvoir bénéficier de ces atouts positifs de la transition énergétique. Alors là, dans le pacte vert européen que vous mentionnez, le pacte vert, c'est toute la législation. Je pense qu'on est, mais je parle un peu avec les chiffres en tête, on est sur 60 propositions législatives qui ont été faites pendant le mandat de la présidente von der Leyen, pour pouvoir mettre en place un cadre qui nous mènerait à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55% en 2030. 55% comparé avec 1990. Donc là, nous, on est maintenant en train de travailler sur la suite. Comme je disais, on est en train de faire un peu l'exercice de modeling pour voir quelles seraient les étapes intermédiaire entre 2030 et 2050, où on a déjà inscrit dans la loi une économie qui serait ce qu'on appelle net zero, ou une économie qui serait neutre en termes d'émissions de carbone. Donc le pacte vert européen, c'est comme je disais un programme qui est très large, qui vise pas uniquement la production d'électricité, mais aussi bien l'agriculture, le transport, les bâtiments, etc., pour pouvoir être capable d'arriver à cet objectif. Et il est complémenté avec l'ETS, donc le prix du carbone, etc. Merci. L'ETS, donc c'est un système de quotas carbone au niveau des principaux gros secteurs pollueurs en Europe. Voilà, donc il y a un système de quotas pour essayer de
contenir la consommation de carbone. Jean Pisani-Ferry. Je voudrais, merci, je pense que c'est tout à fait éclairant. Je voudrais revenir sur 2-3 points. Le premier point, c'est le terme de sobriété que je crois Dorothée a employé la première. Et j'imagine que dans la salle, vous devez vous dire pourquoi il nous parle d'autre chose que du changement de comportement. Et effectivement, ces changements de comportement, donc de rouler moins, de voyager moins, de consommer moins de viande rouge, etc., sont tout à fait importants, mais le chiffrage qui a été fait, que nous avons fait pour le rapport, c'est de dire que ça peut contribuer à peu près à 15% de la réduction ou 15 à 20% de la réduction des émissions à l'horizon 2030. Donc ce n'est pas ça l'essentiel. Donc c'est pour ça qu'on n'en parle pas. Et ça n'appelle pas en fait beaucoup d'investissement. Alors ça en appelle un peu. Par exemple, les pistes cyclables, c'est de l'investissement quand même. Mais l'essentiel, c'est du changement de comportement. Et alors, il y a tout un débat sur le fait de savoir quelle est l'ampleur de ce changement de comportement. On y reviendra sûrement. Le deuxième point, c'était sur la question du rôle de l'ingénierie financière. Bon, moi, je suis et du partage public-privé. Je pense qu'effectivement, une fois qu'on a défini les grandes masses, il y a tout un travail considérable qui doit être fait pour savoir comment on minimise le recours à l'argent public. Parce que, comme le rappelait Dorothée, l'argent public est rare. Mais en même temps, le message qu'on a essayé de donner dans le rapport, c'est si on veut trop minimiser l'argent public, on aboutit à des situations d'impasse. Et ça, en Europe, on a eu de multiples cas. On a eu, en France, tout le monde se rappelle évidemment les Gilets jaunes, mais on a, je dis, c'est minimiser le recours à l'argent public, parce qu'en fait, dans le PLF, le projet de loi de finances pour 2019, il y avait 3/4 de la recette de la tarification carbone qui était engrangée, en fait, et qui allait financer autre chose, et un quart qui était retourné, en fait, pour accompagner la transition. Et ça n'était pas socialement acceptable. En Allemagne, on a eu un exemple récent tout à fait frappant, lorsque l'Allemagne a voulu introduire un projet de loi qui imposait de dire à partir de 2024, les nouvelles chaudières qui seront installées devront être de chaudières neutres en carbone, c'est-à-dire des pompes à chaleur, c'est-à-dire quelque chose qui est sensiblement plus cher que la chaudière à gaz, mais sans mettre en place le système d'aide qui correspondait. Il y a eu une levée de bouclier immédiate. Donc il faut faire attention à cette question. Et ça m'amène au troisième point que je voulais évoquer, c'était la tarification carbone, qui a été évoquée par plusieurs intervenants. Bon, la tarification carbone, ça peut prendre la forme de la taxe, ça peut prendre aussi la forme des quotas d'émissions échangeables. Il y a un prix du carbone. En Europe, c'est une part importante de la stratégie, et ça va augmenter, puisque il y aura à la fois l'extension du domaine de la tarification carbone avec un nouveau marché du carbone pour des usages qui, pour l'instant, ne sont pas représentés dans le mécanisme des échanges le système des échanges de quotas d'émissions. Pardon, pour préciser, il y a une taxe carbone qui existe en Europe qui est en train d'être expérimentée. Ce n'est pas une taxe, c'est un système de tarification du carbone. Ce n'est pas exactement la même chose, même si l'incidence n'est pas très différente. Mais c'est-à-dire qu'on va mettre sur le marché, on va vendre à des émetteurs des quotas d'émissions, et ensuite ils sont échangeables. Et donc il y a un prix de marché qui s'établit là-dessus. Et ça, c'est en cours d'expérimentation à Blanc, et puis ça va être mis en place dans un an. Pour l'instant, on donne beaucoup de quotas gratuits. Donc on a quand même un prix du carbone qui est de l'ordre de 80 à 100 € la tonne sur le marché des émissions. Donc ça joue un rôle, c'est-à-dire que l'incitation à économiser des émissions, elle existe, puisque vous pouvez revendre en fait votre quota d'émissions, la partie de votre quota qui n'a pas été utilisée, vous pouvez le revendre et vous pouvez avoir des ressources financières. Mais enfin, c'est pas les entreprises ne se procurent pas des quotas d'émissions en les achetant. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va graduellement aller vers un système dans lequel les entreprises doivent payer pour les quotas d'émissions.
Est-ce que vous avez conclu sur votre troisième point? Oui. On peut avancer. Je vous propose maintenant, on va zoomer sur le financement public. Comment est-ce que ce financement public peut se répartir, les efforts entre les collectivités territoriales, l'État et l'Union européenne? Alors, on peut peut-être entendre Miguel Giltertre sur le sujet pour avoir la vision européenne et puis ensuite décliner peut-être au niveau national. Merci beaucoup à nouveau. Donc, je pense que, comme on a dit, si on poursuit ce raisonnement, où on est dans une situation où on a beaucoup de besoins d'investissement et les moyens de financement sont limités, je pense que c'est très important, et on est en train de faire ce travail pour la nouvelle commission, de regarder davantage la qualité des investissements. Tous les investissements que l'on qualifie comme verts ou soutenables sont pas les mêmes. C'est pas la même chose une usine qui fabrique des batteries qu'une piste cyclable, pour donner un exemple. Et donc je pense qu'on doit faire un exercice on doit lier donc un exercice de matching entre les investissements, les financements publics et privés et les instruments qui sont les mieux placés pour donner ces investissements. Il faut concentrer les investissements publics là où ils ne remplacent pas les investissements privés et utiliser des subsides uniquement là où ils ne sont pas remplaçables par des instruments publics, qui peuvent être des equity ou des prêts, pour attirer des investissements privés. On pense que l'Europe doit se concentrer sur ce qu'on appelle, nous, les enablers de la transition. Par exemple, avec l'électrification de l'économie, on aura besoin de plus grands réseaux, par exemple pour connecter toutes les voitures électriques que l'on projette, qui permettent à leur tour de développer d'autres investissements. Au niveau local, on pense que les autorités locales ont une opportunité unique de se positionner seules ou en association avec d'autres régions pour certains types d'investissements et pour se spécialiser dans cette transition énergétique. Au niveau municipal, par exemple, on a vu des cas très intéressants pour ce qui est la rénovation de bâtiments. Donc mettre des propriétaires autour de la table, parce que la question de la taille, à nouveau, c'est extrêmement importante pour la transition énergétique. Donc les économies d'échelle, extrêmement importantes, aussi bien pour réduire les coûts, mais pour attirer des investisseurs. Donc il y a des investisseurs qui ne rentreraient pas dans la rénovation d'un seul bâtiment, mais qui sont très intéressés à rénover 20 000 bâtiments. Donc là, le secteur, donc comme je disais, le niveau municipal peut jouer un rôle, et au niveau central, il y a d'autres investissements, aussi bien sur les infrastructures et d'autres, qui restent très, très importants. Mais je pense que c'est très important qu'on ne se mette pas tous à faire le même type d'investissement avec une panoplie d'instruments, parce qu'il y a certains qui sont mieux placés que d'autres, et avoir une stratégie à cause des moyens de financement qui sont limités, une stratégie qui tire vraiment le plus de ces investissements. Alors, par exemple, je reviens sur l'exercice que l'on est en train de faire sur 2040. Alors là, on voit que c'est plus... donc le cas de décarboniser le secteur électrique, par exemple, est moins cher que de décarboniser l'agriculture et d'autres. Donc je pense qu'aussi il faut pousser pour ces secteurs qui sont les plus avancés pour avoir un plus grand impact dans la décennie 2030-2040. Merci. Merci beaucoup, Miguel Giltertre. Je vous remercie. Je sais que vous devez vous déconnecter un peu plus tôt que la fin de la table ronde. Donc, si jamais c'est le cas, je vous remercie d'ores et déjà. Pour continuer sur ce sujet, voilà, qui doit payer quoi au sein du financement public? L'Institut pour l'économie du climat est bien en pointe sur ces sujets. Louise Kessler, je vous laisse la parole. Tout à fait. Donc on a bien dans le micro, s'il vous plaît. Donc on est parti des besoins d'investissement climat autour de 60 à 70 milliards d'euros par an d'ici 2030. La moitié à peu près donc, viendrait du public, c'est-à-dire État et collectivités. Alors ensuite, la question, c'est au sein de ces financements publics, quelle est la part respective de l'État, des collectivités, de l'Union européenne. Donc il y a une idée dans le débat qui est un peu que le financement public pour la transition doit retomber ou retombe pour 1 tiers sur l'État et 2 tiers sur les collectivités territoriales. Donc si on prend donc à peu près 30 milliards d'euros de financement public pour la transition 2030, si on prend 1 tiers pour l'État, ça fait plus 10 milliards d'euros de dépenses publiques.
Et ça tombe bien d'ailleurs, donc il a le projet de loi de finances 2024 qui a été publié il y a un mois et quelques, donc prévoyait 7 milliards d'euros de dépenses additionnelles, de crédits de paiement additionnels pour l'année 2024 et 10 milliards d'euros d'autorisation d'engagement. Donc ça, ce sont des dépenses que le gouvernement peut engager mais qui n'a pas besoin de payer dès 2024. Donc ça correspond un peu au 1/3 des 30 milliards d'euros de dépenses publiques additionnelles. Donc, alors pour le coup, donc le gouvernement l'a présenté ainsi et c'était le cas. Donc c'était un investissement inédit de l'État pour la transition écologique et ça couvre tous les secteurs clés de la transition, notamment la rénovation des bâtiments, des logements et des bâtiments publics, les infrastructures de transport en commun et le déploiement, l'accélération du déploiement des véhicules électriques. Alors, donc ça c'est pour l'État. Donc ça veut dire que si on part du principe que le 2/3 des financements publics doivent être pris en charge par les collectivités, donc ça fait à peu près, disons 15 à 20 milliards d'euros par an de dépenses publiques additionnelles pour les collectivités. Donc ça c'est un mur, mais qui peut être franchissable si on y met les moyens. Alors, pour rappeler le rôle peut-être des collectivités dans la transition, notamment à 2 titres, parce que d'une part, les collectivités ont des compétences obligatoires qui incluent la mobilité, le logement et l'aménagement du territoire, également en raison de l'étendue de leur patrimoine. Donc les collectivités ont un patrimoine de bâtiments très large qui inclut notamment des écoles et les bâtiments publics. Et d'ailleurs, on constate en France une volonté de territorialiser la planification écologique afin de s'assurer de sa déclinaison partout en France. Alors, I4C, donc l'Institut d'économie pour le climat, a publié la semaine dernière justement une étude en partenariat avec la Banque Postale sur le financement de l'accélération des investissements climat par les collectivités. Donc, ils ont regardé 4 scénarios de financement. Donc, il y a un scénario redirection. Donc là, l'idée, c'est de financer les investissements climat additionnels à la place d'autres investissements qui ne sont pas liés à la transition écologique. Il y a un scénario ressources propres. Donc là, c'est l'idée que les collectivités territoriales augmentent leurs ressources propres à travers une augmentation de la fiscalité locale, une augmentation des tarifs et potentiellement par le biais de la cession d'actifs. Il y a un scénario également État. Donc là, c'est l'idée que le soutien de l'État augmente, notamment à travers une indexation de la dotation globale aux collectivités et par l'abondement du fonds vert. Et enfin, il y a un scénario dette. Donc là, c'est l'idée que tout le besoin de financement additionnel est porté par l'emprunt. Et en fait, donc très rapidement, je peux parler des 4 résultats clés de cette étude. Le premier, c'est que dans tous les cas, le bouclage du financement des collectivités territoriales se fera par de la dette. Et donc l'augmentation de la dette, elle se situe entre plus 25 et plus 100 milliards d'euros au total pour les collectivités. Donc ça nécessite également de lever d'autres freins à l'endettement des collectivités. Le deuxième résultat, c'est qu'évidemment, il faudra réorienter une partie des dépenses brunes, donc des dépenses qui vont à l'encontre de la transition vers des dépenses climat. Donc ça doit être érigé en priorité, mais dans les faits, ça a l'air évident comme ça, mais dans les faits, c'est pas si facile. Il faudra notamment une vision partagée du sujet entre l'État et les collectivités. Le troisième message, c'est qu'il va falloir que l'État renforce de toute façon son soutien aux collectivités territoriales, donc notamment en soutenant leur capacité d'autofinancement et s'inscrire dans une logique pluriannuelle. Donc ça, c'est ce qu'on pousse également, à ce qu'il y ait une trajectoire pluriannuelle des finances publiques, à la fois au niveau de l'État et des moyens des collectivités. Et enfin, donc les collectivités territoriales, a priori, devront également mobiliser des ressources propres, notamment fiscales et tarifaires. Donc, par exemple, faire reposer plus sur l'usager et le contribuable une partie du coût de la transition. Donc, voilà. Donc ça, c'était un peu pour le panorama pour les collectivités territoriales. Pour ce qui est de l'UE, donc le système d'échange de permis carbone a été mentionné, donc l'EU ETS. Alors, il faut savoir déjà que le budget de l'Union européenne, à 75%, provient des contributions nationales. Donc, en fait, la marge de manœuvre n'est pas énorme. Alors, il y a deux sources de financement qui pourraient être mobilisées pour la transition et qui le sont déjà. Donc, d'une part, il y a effectivement ce système d'échange de permis carbone auquel sont soumises notamment des installations de l'industrie lourde. Donc, l'ETS, Emission Trading System, il représente à peu près 30 milliards d'euros au total de revenus par an. Donc, ça, c'est à l'échelle de l'Union européenne. Et pour la France, ça représente à peu près 2 milliards d'euros par an. Et aujourd'hui, il y a 700 millions de ces 2 milliards qui vont à l'ANA, et qui va financer en fait MaPrimeRénov'. Et à partir le reste va au budget général, donc à peu près 1,3 million. Et à partir de 2024, il faudra que l'ensemble des revenus des enchères attribués à la France aillent au financement de la transition.
Et en fait, ce marché d'échange de permis carbone, il va être étendu à partir de 2027 pour couvrir d'autres secteurs, notamment le bâtiment, le transport. Donc, c'est l'extension de l'ITS ou l'ITS 2. Et ça, qui va également fournir une autre source de revenus. Et là, ça va être fléché vers un fonds social pour le climat. Donc là, l'idée, en fait, comme il y aura une augmentation de la fiscalité, l'idée, c'est également de fournir les moyens pour accompagner notamment les ménages et les entreprises qui sont vulnérables. Donc ce fonds social pour le climat serait financé par l'IO ITS 2. Et l'ordre de grandeur, c'est à peu près, donc les revenus d'ITS 2 qui auront au fonds social pour le climat, c'est à peu près 65 milliards d'euros sur 7 ans. Et au total, le fonds social pour le climat représente à peu près 85 milliards d'euros. Alors, il y a quelques autres sources de financement UE, notamment on n'en a pas encore parlé, mais le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, qui va rentrer en vigueur dans les années qui viennent. Mais là, ça représentera de l'ordre de 1 milliard d'euros par an. Donc, ça reste très limité, au moins jusqu'à 2030. Il y a également, on parle également de la taxe sur les plastiques. Donc là, ça serait plutôt de 6 à 7 milliards d'euros par an, encore une fois, à l'échelle de l'Union européenne. Mais une partie de ces revenus risque d'être utilisée pour rembourser notamment l'emprunt européen qui avait été fait au moment de la crise du Covid et le plan Next Gen EU. Merci beaucoup. Thierry Déaut, peut-être pour avoir un point de vue. Encore une fois, vous êtes un acteur privé. Comment vous regardez ce débat sur la répartition au sein des différents échelons publics ? Alors, je regarde plutôt en matière... Parlez bien dans le micro, pardon. Ouais, je regarde plutôt en matière de responsabilité des champs d'action. Enfin, aujourd'hui, notamment en France, on a, pour chaque niveau de collectivité, un champ d'action à peu près bien défini, institutionnel. Donc, il est normal que les communes s'occupent de la rénovation énergétique des écoles primaires et il est normal que les régions s'occupent de la rénovation énergétique des lycées. Et donc, il n'y a pas besoin de... Après, c'est en matière de responsabilité et qui doit s'assurer que c'est fait. Ensuite, le partage, aujourd'hui, même pour financer des choses qui ne sont pas de la rénovation énergétique, toute la chaîne, depuis l'Union européenne, en passant par les États, par les régions, cofinancent ou co-investissent dans la plupart de ces infrastructures essentielles nécessaires. Et en fait, on peut étendre ce mode de cofinancement pour la transition écologique. Donc, il n'y a pas de modèle nécessairement, ni de répartition nouvelle à apporter, sauf que, évidemment, comme vient de le dire ma collègue, les collectivités territoriales qui se retrouvent en bout de chaîne ont des ressources limitées pour faire face à la part naturelle de ce qu'elles devraient faire. Donc, pour revenir peut-être un peu par le haut, sans répéter ce qui vient d'être dit, l'Union européenne a deux rôles, à la fois celui de régulateur, et donc de créer ces ressources nécessaires. Dans un monde idéal, on devrait payer chaque tonne de carbone émise au bon prix. Alors, il y a plein de gens qui ont fait des courbes du prix du carbone nécessaire sur les 50 ans à venir. Mais en tout cas, c'est le marché idéal que devrait tenter de développer l'Union européenne. Donc, ça se fait en effet avec plusieurs réformes de l'ETS pour y inclure d'autres secteurs émettifs. Et puis, c'est aussi la taxe d'ajustement aux frontières pour le carbone. Donc, des ressources propres, une capacité d'endettement aussi de l'Union européenne qui n'est pas encore aujourd'hui quelque chose de totalement agréé par les États membres et qui est quand même fondamental. Aujourd'hui, la dette qui a été levée a une date de fin obligatoire et ça veut dire que l'Union européenne ne s'endette pas aujourd'hui complètement comme un État pourrait le faire malgré sa grande qualité de notation et malgré sa grande capacité de crédit finalement. Vous pensez qu'elle devrait aller plus loin alors en s'appuyant sur cette bonne qualité d'emprunteuse ? Alors, bien sûr, elle peut aller plus loin et certainement emprunter plus long. On est vraiment sur des sujets d'investissement de très long terme pour l'avenir et limité à 2040 ou je ne sais plus quelle est la date exacte, le remboursement total. Bon, alors ça veut peut-être dire que la prochaine négociation avec les Allemands va nous conduire à étendre de 10 ans cette date et puis de 20 ans et puis après on va se dire que finalement on va faire comme un État, mais tout ça se passe par étapes et a besoin d'un peu de négociation. Je vois ma copine de Bercy frémir à ces propos.
propos, donc je vais m'arrêter sur ce sujet. Mais ensuite, ce qui est important de ce rôle de régulateur et de soutien aux États membres et aux collectivités, c'est qu'aujourd'hui, l'Union européenne a quand même défini un certain nombre d'instruments financiers très importants. Et puis, il y a aussi la Banque européenne d'investissement qui permet de faire beaucoup de choses. Et donc, l'Union européenne utilise des systèmes de garantie, à la fois à la Banque européenne d'investissement, mais à la fois à des institutions financières ou à ce qu'on appelle les National Public Promotional Bank, comme la Caisse des dépôts ou comme d'autres, qui sont des conduits finalement pour apporter un soutien, soit en garantie, soit un soutien financier direct au financement de la transition écologique, et ça arrive jusqu'aux collectivités locales. Et ça s'ajoute évidemment à ce que l'État apporte à ces collectivités. Faut pas sous-estimer aujourd'hui dans le financement de la transition, que ce soit dans l'industrie ou pour les collectivités, de l'ADEME, en matière de subventions notamment sur chacun des projets. Alors vous avez évoqué ce rôle de garant de l'Union européenne. Dorothée Rouzet, est-ce que l'État pourrait lui-même faire un rôle de garant auprès des collectivités locales? Comment vous voyez, vu de Bercy, la répartition des efforts? Oui, je pense que beaucoup de choses ont déjà été dites sur État et collectivités locales. Je pense qu'il y a une question les questions des champs de compétences qui sont assez définis et la question de la répartition de l'effort financier qui ne se recoupent pas forcément complètement. Sachant que souvent l'État est un peu accusé de déléguer des responsabilités aux collectivités sans les moyens qui vont avec. Alors c'est un autre débat sur lequel j'aurais d'autres opinions, mais je ne vais pas rentrer pour l'instant. Mais bon, comme ça a été, les collectivités ont des champs de compétences qui assez naturellement orientent quelle va être la responsabilité sur les transports en commun, sur la rénovation du parc de bâtiments publics. En gros, il y en a à peu près 70%. Donc, il y a les écoles, mais aussi des bâtiments administratifs qui sont des bâtiments des collectivités locales. L'investissement public, en fait, la moitié de l'investissement public, c'est de l'investissement public local. Donc, il y a des aspects qui vont assez naturellement aux collectivités territoriales, sachant que par ailleurs, en plus de ce dont on parle, elles ont aussi des compétences sur d'autres aspects qui ne rentrent pas exactement dans ce dont on parle aujourd'hui, mais qui sont liés sur la gestion de la biodiversité, sur les déchets, sur la gestion de l'eau, de la pollution, etc. Mais bon, du coup, une fois qu'on voit à peu près quel est leur champ d'intervention, il y a effectivement la question de comment elles peuvent assumer l'effort financier. Honnêtement, c'est un travail qui est aussi en cours en termes de planification écologique, de territorialiser, de voir quelle est en fait la partie de l'investissement public local qui peut être redirigée, donc peut-être moins de construction neuve, plus de rénovation, etc. Donc il y a un travail un peu de fourmi. Et ensuite, oui, l'État accompagne les collectivités dans leurs investissements pour la transition parce qu'elles ont des contraintes financières assez fortes. Donc ça existe déjà. Il y a un fonds vert pour les collectivités qui accompagne les collectivités et qui a été pérennisé pour ces investissements. Il y a les dotations de l'État aux collectivités qui comprennent des objectifs de financement de projets pour la transition écologique qui ont été rehaussés, notamment dans le budget 2024. Donc il y a cette partie accompagnement de l'État, mais qui évidemment doit être aussi, qui doit faire partie de l'exercice de planification. Et honnêtement, on en est plutôt au début qu'à la fin de ce processus de bien comprendre. Et après, il ne faut pas non plus négliger qu'il y a d'autres acteurs publics, en fait, par exemple la Caisse des dépôts qui finance un certain nombre de projets aussi, qui a annoncé un financement de 100 milliards d'euros en juin pour la transition écologique sur 5 ans, donc c'est absolument pas négligeable. Ça permet par exemple la rénovation des logements sociaux dont ils ont la charge et d'autres projets de verdissement. Il y a la Banque européenne d'investissement qui a été mentionnée par mon voisin qui joue un rôle important aussi. Et ensuite, alors, on arrive effectivement à la question, quel rôle pour l'Union européenne ? Sachant que, bon, d'une part, nos ambitions climatiques, on se les a quand même fixées au niveau européen. L'objectif de réduction de 55% des émissions en 2030, c'est un objectif européen. L'Europe est par beaucoup d'aspects, en fait, la bonne échelle pour y répondre. Donc, c'est pas absurde de se dire qu'il devrait y avoir des financements européens. Et de fait, dans le plan de relance européen, il y a beaucoup de financements qui ont été à la transition écologique. Donc, dans le plan de relance européen qui a été mis en place en 2020, donc c'est quand même près de 800 milliards d'euros au total pour l'UE. Pour la France, c'est 40 milliards d'euros, dont plus de la moitié ont été fléchés vers des dépenses favorables à la transition écologique. Alors, c'est la rénovation des bâtiments, c'est la décarbonation de l'industrie, le développement de la filière hydrogène.
le verdissement des transports, à la fois ferroviaires et électrification du parc de véhicules. Donc il y a bien une impulsion européenne. Le problème, c'est que ce plan de relance européen, comme ça a été dit, il s'arrête, donc les décaissements déjà sont en train de baisser en charge dans le cas de la France de manière générale, ça s'arrête en 2026. On doit commencer à les rembourser à partir de 2028. Évidemment, à cet horizon, on a toujours besoin d'investir. Donc, ça pose effectivement la question de l'après, ça pose la question de est-ce qu'il faut vraiment, au fond, rembourser ou est-ce qu'on ne devrait pas, en fait, faire rouler cette dette de manière à pouvoir faire des investissements. Ça pose la question des ressources propres qui a déjà été mentionnée, donc les ressources à la fois des quotas carbone, les ressources du mécanisme d'ajustement aux frontières. Alors, souvent, on entend parler de ces ressources, alors ça devrait nous permettre donc à la fois de financer l'accompagnement avec le Fonds social, ça devrait nous permettre de rembourser le plan de relance et de financer des investissements supplémentaires. Bon, à la fin, quand on regarde la masse, on ne peut pas tout faire à la fois, donc on se demande est-ce qu'il ne faudrait pas prioriser et réfléchir à des financements européens plus pérennes pour des objectifs européens communs. Bon, c'est un débat qui n'est pas complètement évident dans le cadre européen, mais qui mérite complètement d'être posé. Et puis peut-être, dernier point, mais à plus court terme, je pense que ça pose aussi la question un peu de la cohérence entre, encore une fois, les ambitions climatiques qu'on se fixe au niveau européen comme au niveau national et les règles qu'on se fixe par ailleurs. Donc, j'ai fait une table ronde juste avant sur les règles budgétaires européennes, parce qu'il faut, et c'est aussi la position que défend la France, d'avoir une certaine cohérence entre nos objectifs d'ensemble, mais dans le cadre des règles budgétaires européennes, de ne pas perdre de vue qu'on a besoin de financer ces investissements, qu'on a besoin de les financer maintenant et pas plus tard, sinon ça sera plus cher et moins efficace, et qu'il faut aussi laisser l'espace dans le cadre européen pour réaliser nos objectifs communs. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de questions, effectivement, sur cette question du financement au niveau européen. On y reviendra. Peut-être un dernier mot de Jean Pisani-Ferry avant de passer aux questions de la salle, qui sont nombreuses. Oui, très, très, très bref. Simplement, vous voyez bien dans ce débat qu'on vient d'avoir à quel point la transition et l'objectif de décarbonation, ça repose la question de savoir qui fait quoi, de manière générale. Et ça le repose sur une base nouvelle. Pour prendre typiquement les bâtiments publics, 70% des bâtiments publics sont sous la responsabilité des collectivités territoriales. Évidemment, ça c'est le stock, ça a été largement hérité, et maintenant ça veut dire que c'est une charge d'investissement pour elles qui est considérable et qui repose du coup toute la question de savoir comment on monte des dispositifs de ce point de vue-là. Donc c'est ça la discussion dans laquelle on est. Et ce n'est pas une discussion simple. Merci beaucoup. Alors, avant de passer aux questions de la salle, simplement le résultat du sondage, la question qu'on vous avait posée, je la rappelle, dans le contexte d'un effort collectif, seriez-vous prêt à réduire votre consommation nette en vue de contribuer à la lutte contre le changement climatique? Donc, vous êtes 84% à dire oui, non à 16%, et on y reviendra dans les questions. Hein. Il y a beaucoup de questions sur le changement des comportements, et est-ce que c'est si négligeable que ça? Peut-être que d'ailleurs on peut démarrer là-dessus. Il y a plusieurs personnes qui se demandent si le changement des comportements dans la réduction des émissions de CO2 n'est pas finalement sous-estimé. Si finalement on allait vers plus de sobriété, particulier comme entreprise, il n'y aurait pas plus d'effets que ce qui a été mentionné pendant la table ronde. Je ne sais pas si c'est quelque chose sur lequel vous voulez réagir. Je fais le lien avec le sondage. Moi, j'ai déjà donné mon point de vue, mais peut-être Louise ou Thierry. Le rôle de la sobriété. Non, mais la sobriété... dans le micro, s'il vous plaît. Il ne faut pas la minimiser parce qu'elle est importante, ne serait-ce que pour l'état d'esprit. C'est pour ça que j'insistais au début sur le fait d'investir sur notre droit à vivre dans une planète saine en 2050. Et donc la sobriété fait partie de cet investissement. Après, on sait bien que la problématique est complexe, parce qu'il s'agit quand même de changer les modes de vie, de faire beaucoup de choses, ou de ne plus faire beaucoup de choses qu'on a l'habitude de faire. Et on sait que c'est très difficile, et ça suscite des débats assez entre la décroissance et à l'extrême et la sobriété. Il peut y avoir de grands écarts. Donc c'est quand même un sujet de débat public qui est là pour durer. Mais en tout cas, il faut consolider les bases, je dirais plutôt scientifiques, de ce qui serait bien comme sobriété, avant d'aller dans le débat public trop sociétal.
Alors, sur la question du coût, j'ai une question sur est-ce que les pays développés ne devraient pas intégrer finalement et prendre à leur charge une partie du coût de la transition des pays en développement, puisque finalement on délocalise nos industries dans des pays à bas coût et que les pollutions ont lieu sur place. Voilà, la question c'est est-ce qu'il ne faudrait pas que les pays développés prennent en charge une partie du coût pour les pays émergents. Ouais, donc on a vu à peu près le gap d'investissement en France, donc 60 à 70 milliards d'euros d'ici 2030. En fait, on sait à peu près comment on va combler ce gap d'investissement avec une combinaison d'endettement, de fiscalité additionnelle. Voilà, mais on voit un peu comment on peut mobiliser. Pour beaucoup de pays en développement, en fait, le gap d'investissement, donc je vous disais, c'était 1800 milliards d'euros additionnels pour les pays en développement émergent hors Chine. Enfin, il est considérable, sachant que ces pays souvent font face à une crise de la dette, donc ont plus de capacité d'endettement, et peu de moyens d'augmenter la fiscalité au niveau national. Donc effectivement, en fait, quand on voit les besoins auxquels font face ces pays, a priori, il va falloir des transferts nord-sud massifs pour aider ces pays à mettre en œuvre la transition également chez eux. Donc, à voir la forme que ça va prendre. Donc, c'est pas forcément de la... Enfin, il y a à la fois revoir le rôle des banques publiques de développement, qu'elles apportent plus d'aide à ces pays, et potentiellement aussi... Alors, il y a des propositions qu'on trouve dans le débat, par exemple, sur le fait de payer des pays en développement pour qu'ils n'exploitent pas leurs ressources fossiles. Donc, c'est ce qui avait été testé à un moment avec l'Équateur. Ou alors, payer également, fournir un paiement pour préserver des puits de carbone significatifs à l'échelle d'une région, par exemple. Donc oui, a priori, il va falloir que les pays du Nord contribuent au financement de la transition également dans les pays en développement. Enfin, faut dire que ça a déjà commencé quand même. Hein. Ça fait au moins 4 ou 5 COP où c'est le sujet principal. La COP 28, ce sera le sujet de l'adaptation, de comment on paye l'adaptation, les dommages pour les pays en développement, sauf que en général, on arrive à obtenir à peu près le tiers des promesses. Et que ça continue. Il y a eu la proposition conjointe de la directrice du FMI et du président de la République d'utiliser les droits de tirage spéciaux du FMI orientés vers les budgets nationaux de ces pays et plus particulièrement vers la transition. Et les pays européens qui ont rejoint la France ont promis de, grosso modo, céder 20% de ces droits, leurs droits à ces pays, mais on a quand même du mal à récolter les promesses faites à demi-mot. Donc il y a besoin d'une accélération, mais les mécanismes sont quand même discutés. Il y a aussi le fonds vert, le fonds climat, qui a été redoté et qui est essentiellement destiné aux pays en voie de développement. Donc il y a des instruments en place, sauf que le gap est plutôt de, j'exagère, mais entre 10 milliards et 100 milliards. Dorothée Rouzet. Oui, juste un mot, effectivement, c'est un sujet qui n'est pas ignoré, et dans la question des financements internationaux de l'aide publique au développement, c'est une question qui est assez centrale, hein, donc après, évidemment perfectible, mais bien identifiée. Donc, je voulais juste revenir sur la partie sur la délocalisation. Enfin, là aussi, hein, c'est un sujet qui est connu et qui est une des raisons du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui est en train d'être mis en place au niveau européen. C'est-à-dire qu'on sait que, typiquement pour la France, une usine qui se délocalise dans un pays à plus bas coût, on va réduire certes les émissions carbone sur le territoire français, mais au niveau global, probablement les augmenter, parce que nous, on a une énergie décarbonée, qu'ailleurs, c'est probablement pas le cas, et que donc, à la fin, le bien est produit de manière plus polluée. Donc, c'est un des objectifs de cet ajustement carbone aux frontières, c'est-à-dire, puisque on a un prix du carbone au niveau européen qui est évidemment contraignant pour nos industries, qui ajoute à leur coût, mais qui nous permet aussi d'aller vers un mix plus décarboné, de ne pas que finalement les importations de de biens produits de manière beaucoup plus carbonée ne soient pas favorisées en comparaison, et donc qu'ils soient soumis à la frontière à un prix du carbone qui est similaire à celui qui est payé par les industries qui sont situées au sein du territoire européen. Donc en tout cas, c'est bien l'objectif de ce type de mesure.
Alors, on a des questions sur la répartition des efforts entre les ménages, puisque voilà, la question de l'acceptabilité sociale et comment, puisque in fine, effectivement, les ménages seront amenés à payer, comment on répartit cet effort, comment on rend la transition acceptable, et puis un aspect politique monétaire. Est-ce qu'on peut finalement, alors soit on crée de la dette, tout simplement, les États créent de la dette, soit est-ce que la politique monétaire peut s'en mêler, créer de la monnaie sans dette pour financer la transition. Voilà, deux gros blocs de questions. Qui prend la balle? Je veux bien, sur la question, la répartition des efforts, du poids de ces efforts d'investissement entre les ménages, c'est une question absolument considérable, puisque pour tous les ménages, en fait, disons, y compris la classe moyenne, c'est-à-dire y compris des gens qui ont des revenus médians, le montant de l'investissement dont on parle, c'est un montant qu'on chiffre, même en faisant des hypothèses favorables, à en gros une année de revenus. Or, ce sont des gens qui souvent sont déjà endettés. Donc, de leur dire, on va vous imposer quelque chose et ça, il faut le financer par une dette supplémentaire, c'est juste pas possible. Donc, il faut trouver effectivement les moyens de les soutenir. Maintenant, les ménages du haut de la distribution des revenus, ils n'ont pas ces problèmes. Donc, il faut trouver des politiques différenciées et c'est tout l'objectif de, disons, la mise en place d'un système qu'on voit bien. On a le leasing à moins de 100 €, à 100 € pour la voiture électrique qui est en train de se définir. On a MaPrimeRénov' qui a été recalibré plusieurs fois. Et puis, on a des instruments de soutien pour des ménages qui peuvent le faire. Mais tout ça est à la fois délicat et tout ça coûte finalement en argent public parce que les ménages ne peuvent pas nécessairement le faire. Maintenant, sur l'autre question, c'est la question de savoir si on peut financer par la création monétaire. Écoutez, comme souvent, hein, c'est un sujet qui excite l'imagination. La réponse courte, c'est non. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que à la fin, si on fait de la création monétaire, on va créer, en fait, le débat sur l'annulation de la dette a déjà été celui-là. On va se retrouver dans une situation dans laquelle on débouche sur, disons pour faire les choses simples, on débouche sur un mécanisme de nature inflationniste. Mais pourtant, Thierry Déaut disait tout à l'heure, après tout, la dette, ça se prolonge, ça se prolonge, ça se prolonge. Ah, et ça, puis, c'est autre chose. Je n'ai pas dit de faire la masse monétaire. Hein. C'est pas pareil. Non, ça, c'est autre chose. On peut s'endetter sur des longues périodes. Ça, c'est vrai. Et on peut avoir une dette qui est une dette qui sert ses objectifs. Et par nature, cette dette-là, elle impose de s'endetter sur une longue période. C'est pas la même chose et c'est pour des montants qui sont des montants finis quand même à la fin parce que quand on ajoute, ce sont des montants importants et ce sont des montants finis. Donc ça conduit à ajouter au niveau de la dette, ça conduit pas à s'engager dans une dynamique en fait d'explosion de la dette. Alors, oui, Louise Kessler. Si je peux rebondir sur votre question sur la répartition de l'effort d'investissement entre les ménages. Donc nous, en fait, on ne regarde pas tellement la question de l'acceptabilité qui recouvre beaucoup de dimensions, mais la question de l'accessibilité. On a publié un rapport récemment qui regarde est-ce qu'aujourd'hui, les ménages ont les moyens de rénover leur logement de façon énergétique et d'acheter un véhicule électrique. Et donc je mettrai le rapport sur le site où il y a le lien vers la conférence. Et donc, en fait, on a regardé plusieurs indicateurs, donc notamment la rentabilité de l'investissement, donc à quel horizon de temps est-ce qu'il est rentable pour les différentes catégories de ménages. Aussi, ce que représente le reste à charge, c'est-à-dire le montant de l'investissement moins les subventions en termes de revenus annuels. Donc ça, c'était aussi un chiffre qui était dans le rapport de Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz. Et on regarde également si les économies d'énergie, s'il y a un mode de financement qui est disponible, et si les économies d'énergie permettent de rembourser l'emprunt. Et finalement, on met aussi une contrainte sur le taux d'endettement. Donc on met une contrainte, est-ce que le taux d'endettement de ces investissements pour les ménages reste en dessous de 5%. Et on regarde ça on fait ça par des déciles de ménages, donc on regarde les ménages par catégorie de revenus, et en fait on voit que parmi les résultats, donc, il est essentiel qu'il y ait des solutions de financement à taux zéro ou presque, donc l'éco-PTZ,
aides et des solutions du type leasing social. Et il faut également, a priori, que les subventions soient renforcées, même si donc le nouveau barème MaPrimeRénov' qui a été publié là en septembre va dans le bon sens et rend en fait ces investissements accessibles pour une partie des ménages. Merci beaucoup. Alors, je vous envoie une série de 3 dernières questions, puisqu'il nous reste 5 minutes. Alors, il y a une piste qui revient sur la question des ménages, en interrogeant, proposant que l'impôt sur la fortune ou l'impôt sur la fortune immobilière soit utilisé. Vous aviez fait une proposition de taxer les plus riches pendant une période provisoire, Jean Pisani-Ferry. Donc, cette question revient dans la salle. Et puis, 2 questions un peu très macro, mais voilà, qui propose de changer de paradigme et qui s'interroge sur finalement est-ce que le capitalisme est compatible avec cette transition énergétique et pourquoi pas est-ce que on parlait de sobriété tout à l'heure, est-ce que la décroissance serait une piste pour limiter les émissions de CO2? Voilà, des questions un peu plus larges pour la fin, peut-être en partant de la taxation des plus aisés. Je veux bien commencer puisque la première question s'adresse à moi. La fiscalité sur la fortune, c'est quelque chose sur lequel moi j'ai pensé que c'était important de le mettre en débat, non pas sur les plus riches au sens des très très riches, non pas sur le 1% supérieur, le 1% supérieur, mais sur les 10% supérieurs. Parce que je pense que l'équité dans cette affaire, ce n'est pas le même concept d'équité que dans les périodes normales. On est vraiment dans quelque chose qui relève de l'égalité des sacrifices. Tout le monde va devoir faire des sacrifices au fond, ce qui n'est pas acceptable, c'est de dire les classes moyennes vont faire des sacrifices importants et puis les gens du haut de l'échelle des revenus, au fond, ils se paieront simplement une modification de leur système de chauffage ou une amélioration du confort de leur logement, où ils paieront un peu plus cher leur week-end à Rome. Et tout ça, ce sera, au fond, la réponse à la question. Je ne crois pas. Je crois qu'il faut que cet impératif d'équité soit très, très présent, parce que sinon, la transition ne sera pas acceptée. L'autre question, c'est une question extrêmement vaste. Je dirais, moi, que ce n'est pas en sortant du capitalisme qu'on résoudra cette question. C'est en aidant le capitalisme vert à l'emporter sur le capitalisme brun. On est dans une guerre des capitalismes, comme la révolution industrielle a été une guerre entre le capitalisme agraire et le capitalisme industriel. Et on a des bonnes nouvelles. L'innovation donne des résultats importants. Le coût des énergies renouvelables a beaucoup baissé. Et donc, ce qu'il faut, c'est, au contraire, c'est encourager l'innovation, c'est encourager la prise de risque dans ces domaines. Thierry Déaut, peut-être, vous êtes investisseur. Est-ce que le capitalisme peut rimer avec transition écologique? Moi, je pense oui, tout à fait. Et j'irai plus loin, parce qu'aujourd'hui, la réglementation, notamment européenne, pour prendre un certain nombre de directives type CSRD donc ce sont des réglementations qui vont obliger les entreprises à la fois à avoir une trajectoire de décarbonation, de le dire, de le mesurer. Et donc ça devrait quand même beaucoup aider. Les investisseurs que nous sommes ont déjà une réglementation qui nous oblige à mettre aussi des objectifs là-dessus. Et donc on est dans le bon sens de l'histoire. C'est-à-dire que le capitalisme sera vert ou il ne sera plus. Bon, après, je n'ai pas tellement d'autres modèles économiques en tête pour le remplacer, à part le capitalisme vert. Lise Kessler et chacune, si vous voulez prendre la parole. Vous aurez le mot de la fin, chacune. Tout à fait d'accord pour ce qui a été dit. Quitte à remettre en question le capitalisme, autant mettre en question aussi la démocratie, parce que on le voit, les cycles électoraux sont pas vraiment compatibles avec l'idée de faire des efforts aujourd'hui pour préserver les générations futures. Mais bon, là, si on élimine le capitalisme et la démocratie, on tombe sur un régime communiste autoritaire. Et on a déjà testé, ça pose d'autres problèmes. Donc, je pense qu'on va rester avec le capitalisme et la démocratie et on va trouver des solutions.
Dorothée Rouzet. Oui, non, mais juste tout à fait d'accord aussi, notamment avec ce qu'a dit Jean. Pour moi, c'est pas une question de est-ce que le modèle économique ou capitaliste est compatible, c'est quel capitalisme. Je pense qu'on a un peu deux options possibles, qui est en gros la croissance verte ou la croissance brune, et on est un peu entre les deux. Il n'y a pas de raison de penser qu'une fois qu'on a réalisé la transition, on puisse faire moins de croissance avec du vert qu'avec du brun. Simplement, c'est pas complètement spontané et c'est pas forcément tout de suite. Donc, je pense qu'il faut se dire, c'est on a voilà, un modèle de croissance dans une économie décarbonée qui est fondée sur l'innovation et sur une innovation qui nous donne des gains de prospérité sans nuire à la planète à long terme. Par contre, pour y parvenir, d'une part, pourquoi je dis c'est pas spontané? Parce que on est bâti sur des décennies et même plus de croissance assise sur les énergies fossiles. Or, l'innovation, ça a tendance à se bâtir brique par brique, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile d'innover par-dessus une innovation qui existe déjà que de partir de rien. Et donc, comme on a tout un stock, en gros, de technologies qui reposait sur les énergies fossiles, spontanément, l'innovation se dirige pas forcément, enfin en partie, mais pas forcément suffisamment, vers les solutions bas carbone. Donc, c'est là aussi qu'on a un mix d'interventions publiques, il y a de la subvention, il y a de la tarification carbone, il y a de la réglementation, il y a des trajectoires pour essayer, parce qu'une fois qu'on est parti sur un sentier d'innovation bas carbone, en fait, ça se construit d'une manière qui n'est pas vraiment différente de celle de la croissance brune, mais de manière plus propre. Donc c'est pour ça que c'est pas spontané, mais qu'il faut aussi accompagner, et pas forcément tout de suite, parce que malgré tout, pour la prochaine décennie, et c'est aussi ce que montre le rapport, oui, on doit changer de modèle. Changer de modèle, en partie, c'est coûteux. Ça veut dire qu'on doit faire des investissements qui ne nous rapportent pas en croissance, parce qu'au fond, quand vous remplacez une chaudière à gaz par une pompe à chaleur, on n'est pas particulièrement mieux chauffé, on n'a pas particulièrement de gains par ailleurs, simplement on décarbone et on a besoin d'en passer par là. Mais il n'y a pas de raison de penser que c'est plus qu'une phase transitoire qui dure un peu, mais qu'à long terme, on ne doit pas revenir sur un modèle de croissance soutenable mais propre. Jean Pisani-Ferry, un dernier mot. Oui, d'abord je voudrais remercier et saluer les résultats du sondage, puisque il est remarquable que 84% donc, des gens qui ont répondu, je ne sais pas combien ont répondu, mais considèrent que dans le cadre d'un effort collectif, et je pense que c'est une clause importante, ils sont prêts à réduire leur consommation pour le climat. C'est très encourageant. La deuxième chose, c'est que je voulais remercier tous les intervenants à la table ronde, vous remercier tous d'avoir été là et attentifs. Je pense que c'est un débat très important, c'est un débat qui n'est pas toujours bien engagé, et je pense qu'on a essayé de le poser. Vous n'êtes pas forcément d'accord avec nous, mais en tout cas, merci d'avoir été là, et merci à tous les intervenants.